Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment la société évolue. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner. Ouais, bonjour à tous. Bonjour. À moi aussi. Bonjour Isabelle. Je suis avec Isabelle Saporta. On se connaît pas. Non. Je t'ai entendu sur Thinkerview, qui est un podcast que j'adore. Et tu parlais d'alimentaire. Tu as écrit plusieurs bouquins sur l'alimentaire, dont le livre noir de l'agriculture. Tu as été à l'école de Jean-Pierre Coff, si je ne me trompe pas trop. Et en fait, tu as dit une phrase, on va commencer par là, qui était la consommation, c'est le seul combat politique qui mérite d'être mené. Est-ce que tu peux élaborer ça? Pour moi, c'est vrai que la bouffe, en fait, la bouffe est un combat politique. C'est-à-dire que souvent, quand tu es dans des rédactions, le matériau noble, c'est la politique. Et les hommes politiques et tout ça. Et la bouffe, la consommation, ça n'intéresse aucun de nos grands journalistes. Mais c'est une bêtise incommensurable. Parce que, si tu veux, en fait, le combat, je ne sais pas si on se tue ou ici, on peut se dire tu sans se connaître, c'est que la nourriture, c'est ce qui fait ta santé, c'est ce qui fait ta joie de vivre, c'est ce qui fait la richesse de ta campagne. Je veux dire, aujourd'hui, en France, on est en train de se poser la question de la diagonale du vide. Comment on fait pour que les métropoles soient pas de plus en plus gigantesques et les campagnes de plus en plus vidées de leurs hommes et de leurs ressources? Eh ben, tu fais comment? Tu as des paysans, parce que c'est ça. Et donc, si tu veux, je pense qu'on est aujourd'hui en train de perdre ça de vue, c'est-à-dire de ne pas se remettre dans le bon sens paysan. Et pourtant, on en a vraiment besoin. Et pourtant, c'est ça qui ferait qu'on créerait des emplois indélocalisables, pérennes, et qu'on offrirait un petit peu autre chose à nos enfants qu'un monde sous sachet en plastique qui fait pas rêver, quoi. Non, le bon sens paysan. Exactement. Non, mais c'est vraiment ça. Mais ouais. Et du coup, c'est vrai que on en parlait un petit peu avant quand on discutait, mais aujourd'hui, je crois qu'il y a une tendance énorme sur la nourriture. Les gens se cherchent vraiment beaucoup. Alors, je me rends pas compte si c'est juste un truc de bobo parisien ou si c'est plus général. J'ai l'impression que c'est plus général de savoir, mais entre les normes, les labels, le bio, les gens qui se deviennent véganes, les extracteurs de jus, enfin, tous ces trucs-là et ces questions qu'on se pose de oui, mais pour cuire à la vapeur, est-ce qu'il faut mieux un truc il y a des produits qui existent et qui se lancent, et t'es là, et tu dis, ouais, mais ça a l'air mieux, mais est-ce que c'est vraiment mieux? Qu'est-ce qu'il faut que je mange? Écoute, les gens se cherchent et on fait tout pour les paumer. On peut se dire les choses comme elles sont. C'est vrai que je pense que la nourriture est une question qui est de plus en plus prégnante dans notre société. Oui, aussi, c'est un truc de bobo, c'est-à-dire que, de fait, il faut quand même souligner les choses, se nourrir sainement coûte plus cher. Donc, on a une vraie fracture alimentaire aujourd'hui en France. Quand tu sais qu'un enfant de cadre a 5 fois moins de risques de devenir obèse qu'un enfant d'ouvrier, tu vois bien qu'il y a une fracture alimentaire. Clairement. Et c'est très clair. Et c'est vrai que plus tu as d'argent, plus tu te retournes vers le bio, plus tu fais attention à ce que tu manges, c'est évident. Et ça, c'est intolérable. Parce que la nourriture, ça ne doit pas être une nourriture à deux vitesses. Et donc, il faut réapprendre aussi les gestes parce que parfois, on les paume, les gens. Ils aimeraient bien manger, mais ils ne savent plus comment bien manger. Et par exemple, on se tourne souvent, et notamment effectivement dans les populations les plus précaires, vers tout ce qui est plat préparé. Mais les plats préparés, ça coûte une fortune. C'est une idiotie de se tourner vers ça. Sauf que le problème... Enfin, je vais te dire un truc qui va peut-être te paraître un petit peu caricatural parce que je suis très contente qu'il y ait eu mai 68, mais en fait, mai 68... On a brûlé nos casseroles en même temps que nos soutiens-gorge. Et moi, je dis pas qu'il faut remettre les femmes au fourneau, il faut remettre les hommes et les femmes au fourneau. Mais pour ce faire, il faut aussi redonner aux enfants des leçons de choses et des leçons de cuisine peut-être à l'école et se réapproprier ça. Parce que au fond, il faut revenir aux aliments les moins préparés possibles. C'est ceux-là qui sont le plus sains possible. Mais sauf que ça, en fait, c'est une éducation où moi, quand je travaillais pour Jean-Pierre Coff, on allait dans les cantines et les gamins n'étaient pas capables de reconnaître les fruits et les légumes. C'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire que tu leur montrais une endive, ils ne savaient pas ce que c'était. C'est-à-dire, moi, je me rappelle d'une gamine qui a dit c'est une banane. Je dis non, c'est quand même une endive, c'est pas une banane. Voilà. Donc, bon, et c'est vrai que si tu veux, pour être caricatural, au fond, le poisson, il est carré. La plaquette de chocolat, elle pousse directement sur l'arbre. Donc, il faut réapprendre ces choses. Là, tu vois bien que les industriels ont un rôle, et quand même, l'industrie agroalimentaire est la première industrie de France. Donc, il faut voir ce qui pèse aussi en termes de lobbying. Elle a un rôle qui est dévastateur. C'est-à-dire que, par exemple, tu as le patron du programme national nutrition santé.
Serge Herberg, qui a essayé de mettre en place un code nutritionnel très facile, en couleur. Et là, enfin, il a eu le droit de passer, mais il n'est que optionnel, facultatif. Hein. Et tu as tout le lobby de l'industrie agroalimentaire qui n'a pas voulu qu'il passe. Pourquoi ? Parce que vert, c'est bien, et rouge, c'est pas bien. Donc, si tu veux, il y avait quand même quelque chose, au moins si tu mangeais des plats préparés, qui était facile à décrypter. Alors que là... je ne sais pas si tu t'es déjà amusé à retourner une boîte de cassoulet. Si tu veux, il faut avoir bac plus 15 en nutrition pour comprendre ce qu'il y a dedans. Hein. Et tout est fait pour te dire, mais voyez, c'est pas si cher. Sauf que quand tu vois qu'il y a 0,02% de minerais, donc même pas de viande hachée dedans, tu te rends compte que finalement, ton pot de ravioli... Il est un peu cher. Ouais, il est vraiment cher. Alors du coup, on peut faire... Parce qu'en fait, on parle beaucoup des normes sanitaires. Ouais. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces normes-là ou... Écoute, pour moi, le vrai problème de ces normes sanitaires, bien sûr c'est très important les normes sanitaires, c'est qu'elles ont été édictées par l'industrie agroalimentaire pour rendre les choses complètement industrielles. C'est-à-dire que si tu dis normes sanitaires et qu'au nom des normes sanitaires, dans les cantines, tu n'as plus le droit à l'œuf coquille, mais que aux ovoproduits, c'est-à-dire pour dire à tes auditeurs, c'est les briques de blanc d'œuf ou de jaune d'œuf, ben non, quoi. C'est pas possible. C'est pas au nom de normes hygiéniques, on n'est pas obligé de foutre en l'air ce qu'on fait de mieux dans la nourriture française. Ça n'a aucun sens. Donc c'est beaucoup de lobbying, en fait. Mais c'est beaucoup de lobbying, toujours. Tu vois, par exemple, le dernier truc, ça a été d'être contre le lait cru. En disant, ah là là, les fromages au lait cru, c'est dramatique, c'est des bombes bactériologiques. Écoute, tu n'as pas vu une hécatombe de morts en France de fromage au lait cru ? Non, jamais, jamais. Et d'autant plus que les derniers problèmes sanitaires qu'il y a eu, c'était plutôt sur des produits pasteurisés qui ont été recontaminés après, parce que si tu veux, c'est très clair pour expliquer aux gens qui t'écoutent, c'est que en fait, quand ton lait, tu le laves entre guillemets de tout, tu le pasteurises, dès qu'il y a une bactérie qui rentre dedans, elle n'a plus rien pour la retenir. Dans du lait cru, il y a une espèce de, tu vois, exactement, d'équilibre macrobiologique. Et alors que là, tu ne l'as plus. Donc, si tu veux, à chaque fois qu'on a édicté des normes, soi-disant pour nous protéger, ça a été en fait des normes pour industrialiser. Et ça a été comme ça sans cesse. Sauf qu'à la fin, ça n'a même pas protégé le consommateur. Regarde tous les scandales sanitaires qui ont éclaté ces dernières années. Les œufs au fipronil. Qu'est-ce que c'était le fipronil ? C'est un insecticide. C'est-à-dire que les poules sont tellement tassées aujourd'hui dans des cages qu'elles ont des poux. Pour enlever des poux, tu leur fous de l'insecticide. Enfin, je veux dire, et ça, c'est une norme sanitaire. Ça, c'est censé nous protéger de quoi, ça ? À part de, tu vois, ça ne nous protège de rien. Et du coup, il y a les labels, tu vois, genre label rouge, bleu blanc cœur. Ces trucs-là, c'est mieux. Et écoute, au moins, c'est des démarches. Je ne dis pas que rien n'est parfait, tu vois, mais au moins, c'est des démarches. Moi, j'aurais tendance à être encore plus radicale. C'est-à-dire que si on peut faire son marché soi-même, aller voir les petits paysans, se mettre dans des circuits courts, dans des AMAP, moi, je pense que c'est mieux que n'importe quel label de qualité. D'accord. Je pense que, si tu veux, le mieux, c'est... Je m'excuse de revenir à des choses triviales, mais le mieux, c'est le contact d'homme à homme, de femme à femme, c'est de savoir à qui t'achètes, parce que si tu veux, le paysan qui élève ses poules et qui te les vend, qui te vend le poulet du dimanche, c'est lui qui te le vend. Hein, donc, il n'a pas envie de t'empoisonner. Voilà. Et surtout, moi, je pense que tu reviennes, quoi. Exactement. Il a envie que tu reviennes. Et puis en plus, je vais dire un truc, c'est quand même un truc. Moi, j'ai 2 gamines qui ont 11 et 6 ans. D'aller faire les courses avec elles, mais c'est juste génial. Elles sont hyper contentes. Donc, je crois qu'il faut aussi il faut arrêter de voir ça comme une corvée. C'est pas une corvée de faire les courses. C'est un plaisir. C'est le plaisir de se dire que dans la semaine, on va régaler de ce qu'on aime, de tel et tel plat, qu'on va le faire ensemble. Tu mets des gamins devant des haricots verts et tu leur apprends à équeuter les haricots verts. Les haricots verts, enfin, on a le droit de dire haricots verts. Mais enfin, ils sont contents. Bon, voilà, et c'est une catastrophe. Ça met 3 fois plus de temps que si tu le faisais tout seul. Écosser des haricots verts, ça peut être long. Hein. mais c'est drôle. Et je crois qu'il y a un moment, il faut pas... On a une vision maintenant de la nourriture qui est soit anxiogène, soit orthorexique. C'est-à-dire ce que tu racontais tout à l'heure avec le blender, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que... Blender ou extracteur de fruits? Voilà, blender ou extracteur de jus. Est-ce que la vitamine, elle reste dedans? Si je fais 3 fois le tour sur moi-même, si je fais une pirouette en me touchant le nez. Il y a un moment, il faut être un peu simple, tu vois. Je sais pas ce qui reste dedans, mais a priori, si t'as... Tu vois, je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste, mais si t'as acheté des bons produits, je pense que blender ou pas blender, ça va bien se passer. Hein, ça va très bien se passer, mais il faut qu'il y ait du plaisir encore. Ouais, et aujourd'hui, on a l'impression que la nourriture est soit un alicament,
c'est vrai que la première des médecines, c'est ce qu'on mange. Mais c'est aussi un plaisir. C'est quand même, tu sais, c'était une bataille de faire classer le repas français gastronomique au patrimoine de l'UNESCO. Et c'est parce que c'est un plaisir, tu vois. Je veux dire, qu'est-ce qui est plus plaisant que de faire un repas de famille quand on s'engueule pas, mais même quand on s'engueule, de se retrouver entre copains avec une bonne bouteille de vin nature. C'est bien, moi, je trouve. Et du coup, vegan, pas vegan, parce qu'il y a aussi cette énorme tendance des végétariens et du vegan. Alors, il y a plusieurs raisons derrière ça. Souvent, les gens te disent mais c'est horrible ce qui se passe dans les abattoirs. Ce qui est vrai. Et c'est vrai. Ce qui est vrai, je te dis. Et c'est pas forcément très bon pour le corps de manger des produits animaux. Et dans le même temps, tu as aussi des gens qui produisent de la nourriture. J'appelle pas ça de la parce que pour le coup, les abattoirs, j'appelle vraiment ça de la production de viande. C'est un mauvais mot et c'est moche. Et voilà. Mais il y a aussi des gens qui élèvent des animaux pour que ça devienne de la nourriture d'une certaine mesure. Ils le font d'une manière différente, non ? J'ai l'impression. Écoute, pour moi, le mouvement vegan, c'est le contre-coup des excès de l'agriculture productiviste. C'est-à-dire te dire que les gens en ont eu marre de voir des poules tassées dans des cages, traitées aux antibiotiques, couvertes de poux, des porcs tassés dans des élevages porcins complètement démentiels. Tout ça, c'est sûr que si tu veux toutes ces images, toute cette production de masse de la nourriture a fait qu'il y a eu un rejet et qu'il y a eu une prise de conscience qui est salutaire, qui est saine. Vraiment sur le bien-être animal. C'est-à-dire que ce truc de considérer au fond les animaux comme des minerais et de ne pas se poser la question de ce qu'on leur fait subir et de surproduire en plus, parce que si tu veux, tu surproduis pour balancer à la poubelle, ça n'avait aucun sens. Donc moi, ça, je trouve ça très bien. Qu'on se pose la question aussi de savoir comment on abat les animaux, puisque effectivement, si tu veux manger de la viande, il n'y a pas de miracle. Effectivement, il faut tuer les animaux, ça c'est sûr. Ça, c'est très important aujourd'hui. Tu vois, c'est un débat qui est en cours, puisque Olivier Falorni est remonté au créneau pour essayer d'obtenir qu'on ait effectivement une vidéosurveillance dans les abattoirs. Ça a été repoussé une fois encore. C'est complètement absurde parce que c'est ce qu'il faudrait. Tout ça me paraît très très juste. Par contre, je comprends donc l'essence du mouvement vegan. Par contre, si tu veux, moi, ce qui me gêne dans ce mouvement, c'est que je trouve qu'il balance toutes les agricultures dans le même sac. Et effectivement, pour moi, il n'y a pas, si tu veux, c'est pas la même chose. Tu vois, l'éleveur d'agneaux de présalé à Créance dans la Manche, j'ai un homme en tête qui s'appelle Gérard Le Gruel, qui adore ces animaux, qui en prend soin comme pas possible. Si tu veux, ça n'a rien à voir avec les élevages industriels. Et donc, si tu veux de dire que tous les élevages se valent, je trouve que c'est dangereux. Les élevages à taille humaine, c'est ce qui fait nos paysages, c'est ce qui fait que l'entretien du maquis corse sans, tu vois, ça n'existe pas. Tu as besoin effectivement des chèvres, tu as besoin des brebis, c'est comme ça a toujours été comme ça et c'est de tout temps comme ça. Donc moi, c'est ça qui me gêne dans ce mouvement-là. Je comprends son essence, je trouve très bien qu'on se pose la question du bien-être animal et c'est vraiment, moi je pense que c'est vers ça qu'il faudra aller, mais par contre, je ne veux pas qu'on mélange les deux types d'agriculture, ça n'a rien à voir. Tu vois, il y a une agriculture productiviste, qui est vraiment une agriculture qui met à mal les hommes et les animaux, parce que, je veux dire, le premier malade, entre guillemets, du système dans lequel il est enfermé, c'est... Je ne sais pas si tu imagines, mais moi, j'ai fait pas mal d'élevage industriel en Bretagne. L'éleveur qui vit au milieu de ces porcs qui sont aussi dans une situation impossible, toute la journée dans un élevage qui sent le lisier de façon effrayant, où il voit pas la lumière du jour, etc. C'est pas un homme heureux non plus. Tu vois, je veux dire, c'est une horreur, quoi. Donc il y a un moment et qui gagne 350 € par mois, parce que c'est ça. Donc ça, si tu veux qu'on dénonce cette agriculture-là, ça me paraît vraiment justifié. Par contre, ne foutons pas en l'air, pardonne-moi d'être vulgaire, l'autre agriculture, celle qui fait nos paysages, celle qui va créer les emplois locaux. L'agriculture bio, c'est 50% d'emplois en plus, et c'est des emplois dans cette fameuse diagonale du vide dont notre président Macron ne sait pas que faire. Eh bien, tu vois, mettre des paysans, ça marche. Et du coup, la PAC, ça aide enfin, l'Europe, elle aide à faire ça? La PAC, ça devrait aider. Tu as tout à fait raison. Ça devrait aider. C'est quand même 10 petits milliards. Donc, c'est gentillet. Non, mais c'est vrai que c'est là, la vraie question, elle est là. C'est-à-dire qu'on a un levier financier énorme qui, pour le moment, à force de lobbying de la part du syndicat majoritaire, c'est-à-dire la FNSEA, n'a été employé quasiment que pour l'agriculture intensive, ce qui est une connerie
incommensurable. Parce que, au fond, cette agriculture intensive, aujourd'hui, elle ne permet pas aux paysans de vivre décemment. Ils gagnent 350 € par mois. Ils sont malades des pesticides qu'ils épandent. On reste quand même le premier consommateur ou le second consommateur européen de produits phytosanitaires. Et si tu veux, les producteurs, les consommateurs n'ont plus confiance dans cette agriculture. Et en plus, on paye tous les dommages collatéraux qui sont engendrés par cette agriculture, c'est-à-dire les milliards de dépollution d'eau chaque année. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour les gens qui t'écoutent. Et donc, si tu veux, il y a un moment, je ne comprends pas qu'on continue à mettre à fond perdu dans cette agriculture-là, qui ne rend plus personne heureux, qui détruit la nature, qui handicape l'avenir de nos enfants. Parce que comment on va faire? Si tu veux, là, comment ça se passe aujourd'hui? On a 90% à peu près des points de surveillance de nos eaux de surface qui sont contaminés par les pesticides. Quand c'est trop contaminé par les pesticides, tu fermes le captage, tu fais des tuyaux de plus en plus longs. Bon, ça va combien de temps? C'est des situations, c'est des solutions de bout de tuyau pour le coup. Tu vois, ça n'a aucun sens, quoi. Donc vraiment, il y a un moment, on sait aujourd'hui, c'est pas compliqué, Munich le fait. T'as plein d'endroits en France où ça se fait, heureusement, dans des villages où tu mets une agriculture biologique au-dessus des captages d'eau, tu divises par 7 la facture de dépollution de l'eau, tu as des produits bio à donner aux cantines aux enfants. Donc si tu veux, il y a des cercles vertueux à mettre partout en place, qui sont créateurs d'emplois, qui sont créateurs de richesses, qui permettent moins de dépollution, et on les met jamais en place. Et on les met jamais en place. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le syndicat majoritaire est opposé à ça. Je ne sais pas combien de temps il va tenir à être opposé à ça, parce que c'est le sens de la société. C'est un peu notre NRA à nous, quoi. Mais c'est quoi mais oui, c'est ça. Mais c'est ça. Mais oui, mais c'est vrai. Les mecs, ils se font rincer par l'industrie agroalimentaire. Mais c'est ça. Et l'industrie agroalimentaire, et là où tu as raison, c'est que l'industrie agroalimentaire, son grand truc, ça a été quoi? Ça a été de dire, au fond, pour nourrir les gens à pas cher, ce qui n'est même pas vrai, il faut qu'on touche les produits alimentaires à pas cher. Et donc, il faut qu'on hyper subventionne des produits bas de gamme. Et donc, si tu veux, le cercle vicieux, il se crée comme ça. Et ça n'a pas de sens. Non. Et du coup, tu parlais aussi sur Thinkerview, et ça m'a fait pas mal marrer, mais de la brigade des herbes, je crois. De la hauteur des herbes. Parce que pour les circuits courts, c'est génial. Enfin, je veux dire... Non, mais si tu veux, ce qui est quand même dément, c'est que tu me parlais de normes tout à l'heure, des normes sanitaires, et c'est qu'effectivement, on se retrouve en fait avec des normes sanitaires complètement drastiques pour les petits producteurs, et notamment, là, c'était une personne qui fait un vin fabuleux à Pouilly-Fumé, en vin nature, et qui n'utilise pas de produits phytosanitaires, et qui un jour a vu débarquer dans sa parcelle une brigade de la végétation concurrentielle, donc une brigade de la hauteur de l'herbe. Et donc, les mecs avaient décidé de lui casser les pieds parce que son herbe était trop haute. Voilà. Alors, imagine-toi que lui, on lui cassait les pieds parce que son herbe était trop haute. Il a eu quand même des parcelles déclassées, donc il perdait sa fameuse appellation, qui est quand même prestigieuse. Et par contre, les mecs qui mettaient du Roundup au pied des vignes, c'était nickel. Il n'y avait pas de problème, il n'y a pas de hauteur de l'herbe, puisque bien sûr, il y a du Roundup, donc tout va bien. Et là, si tu veux, tu te dis, mais... On marche sur la tête. C'est quoi ces normes? C'est quoi ces normes qui n'ont pas de sens? Si c'est juste pour tuer tout notre artisanat, tous les gens qui font le mieux possible, tu vois, les mecs qui mettent... ceux qui mettaient du fipronil n'étaient pas dans les clous pour les œufs, parce que quand même, le fipronil est un produit interdit. Mais sinon, tout ce qui est usage complètement délirant d'antibiotiques dans les élevages productivistes, les éleveurs sont dans les clous. Oui, légalement. C'est dans les clous. Mais ça n'a pas de sens. Et à côté de ça, si tu veux, on va enquiquiner un éleveur laitier pour des choses complètement délirantes, de normes d'hygiène. Moi, j'avais l'exemple aussi d'un mec qui faisait des poulets bio et qui voulait absolument les vendre à la cantine qui était vraiment en face de l'élevage. Donc d'ailleurs, les enfants, c'était tellement près l'école de l'élevage que les enfants venaient voir ces poulets bio, etc. Et il n'a pas pu vendre à la cantine en face parce que lui, il lui manquait un agrément européen. Donc, c'est-à-dire que lui, son élevage, il était bio, il était nickel, etc. Mais il était en tuerie, donc il n'avait pas l'agrément européen pour son abattoir. La cantine, elle avait l'agrément européen, et donc elle ne pouvait pas lui acheter son poulet. Donc, elle pouvait acheter du poulet brésilien dégueulasse, tu vois, parce que ça, c'était dans les normes. Mais le poulet bio qui était en face, elle ne pouvait pas. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments où tu te dis, on marche sur la tête. C'est les Shadocks. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change? Parce qu'en fait, la question que tu te poses derrière, évidemment, c'est... Bon, tu te poses la question de savoir comment bien te nourrir. Mais bien te nourrir, ce que tu disais, c'est que tu vas dans les circuits courts, tu sors de ta ville, ou tu vas dans des APAC, tu te débrouilles, mais il y a quand même moyen de le faire. Mais par contre, comment tu fais pour changer de manière plus systémique
ou systématique plutôt. Non, mais c'est vrai, mais c'est toi qui as raison, mais systémique. Mais si tu veux, ce que tu disais tout à l'heure est juste, c'est-à-dire qu'il faut là un petit peu de courage politique et d'abord le levier de la PAC. C'est-à-dire que c'est 9-10 milliards chaque année. Si tu les mets vers une agriculture vertueuse, les choses se passent beaucoup mieux. Moi, quand je vois par exemple Benoît Biteau, qui a publié son livre « La paysan résistant », qui t'explique comment en 4 ans, il est passé d'une ferme, d'une exploitation plutôt hyper productiviste à une ferme où il a réintroduit des races locales, où il a mis en place tous les gestes de l'agroécologie. Écoute, ça coûte rien. Et puis ça marche mieux. Et ça marche mieux. Et le mec te dit qu'il gagne mieux sa vie, que la terre est respectée, qu'il est plus heureux. Et c'est ces gens-là qu'il faut soutenir. Donc il faut du courage politique, ça, il va falloir le faire. Ouais. Et après, moi, je pense que si tu veux, notre force, ça va être nous. C'est la force des consommateurs, la force des boycotts. Parce que si tu veux, là, il y a un moment, si on arrête demain d'acheter, si tu veux, des œufs en cage, c'est ça qui fera qu'il n'y en aura plus de les gens pas forcément. Le problème, c'est que les gens, ils n'ont pas forcément les moyens d'arrêter d'en acheter. Enfin, je veux dire, bien sûr, quand t'es cadre ou quoi, tu peux acheter du label bio, tu peux acheter du label rouge, ce que tu veux. Par contre, quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu fais au moins cher. Donc, et c'est pour ça que je pense que le levier sera à 2 vitesses. C'est pour ça que je ne suis pas pour l'hyper-culpabilisation des consommateurs, où on dit mais vous arrêteriez d'acheter comme des cons, on ne vous vendrait pas de la merde. C'est pas si simple. C'est pas si simple, je suis d'accord avec toi. Donc ça, c'est vrai, je comprends très bien que pour certaines personnes, ce soit plus compliqué. C'est pour ça qu'il va falloir aussi que politiquement, ça change. Parce que politiquement, on a une manne financière qui tombe sur ceux qui polluent le plus et qui ne payent pas la facture de dépollution, qui ne payent pas la facture d'antibiorésistance. On a 10 000 morts chaque année quand même, à cause des bactéries multirésistantes. Et de l'autre côté, nous, alors pour le coup, ceux qui ont les moyens, eh ben profitons-en. Profitons-en pas pour bien manger et se réjouir que les autres puissent pas bien manger, c'est pas ça que je veux dire, mais profitons-en pour faire ce bras de fer. Puisqu'il faut le faire, au fond. Si tu veux, il y a un moment, tu vois, moi, je pense que le rôle des lanceurs d'alerte, là-dessus, il est primordial. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont tapé sur L214 en disant, cette association qui a mis en ligne, tu sais, des vidéos un peu violentes sur la façon dont les bêtes sont abattues dans les abattoirs, etc. Mais sans L214, sans ces associations-là, eh ben, c'est business as usual. C'est-à-dire que voilà, tu t'arrêtes jamais. Donc, on continue à tuer les bêtes n'importe comment. On continue à avoir des élevages où ça se passe n'importe comment. Depuis qu'L214 a dit, voilà, les poules en batterie, voilà comment elles sont. Voilà les œufs que vous achetez, d'où ça sort. Ben, je peux te dire que les gens, ils en achètent plus. Ah ben non, c'est ça. Ils en veulent plus. Et toutes les grandes marques qui se sont vues pointer du doigt parce que, ah ben oui, pour faire les bonnes pâtes de telle et telle marque, je vais pas te fâcher avec tous tes annonceurs, et c'était dans ces élevages-là tout pourris que ça s'est fait. Et ben, je peux te dire que telle ou telle marque, elles ont dit plus jamais ça. Ouais, et donc, en fait, il y a un moment, 1, il y a les lanceurs d'alerte, 2, il y a le pouvoir des consommateurs, et 3, effectivement, il va falloir que les politiques aient un peu de courage. Mais écoute, ça peut arriver, hein. Non, ça peut arriver. On pourrait imaginer une TVA différenciée aussi. Alors moi, je suis à fond pour. Tu as tout à fait raison. Moi, je pense qu'il faudrait une TVA différenciée. Je pense qu'effectivement, il faudrait faire en sorte que tous les produits sains, que tous les produits qui ne polluent pas soient moins taxés. Et par ailleurs, mais ça, c'était quand même la vraie connerie qui a été la reculade sur la taxe carbone. Si tu veux, au fond, de se retrouver avec des poissons qui ont fait 10 000 bornes avant d'arriver dans ton assiette. Pareil pour les haricots verts, même s'ils sont bio du Kenya, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que les gamins là-bas mangent pas à leur faim et ils font des haricots verts bio pour nous, les pays riches. Mais c'est à vomir. Ce système est à vomir, quoi. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est vrai qu'il va falloir un petit peu de courage politique. Mais écoute, moi, je ne désespère pas. Parce que pas que sur le courage politique, je désespère un peu. Mais les lanceurs d'alerte sont de plus en plus pugnaces. Et puis, c'est de plus en plus. Donc, en fait, après, c'est aussi une sorte de boule de neige. Donc, écoute. Tu vois ce podcast que tu fais, tu vois Thinkerview dont tu as parlé, tu vois les réseaux sociaux, c'est ça aussi. Aujourd'hui, ça sort, ça se sait, tu vois. Avant, ça restait entre soi, entre sachants. Comme en plus, tous ces gens ont toujours un jargon qui est incompréhensible, exprès pour qu'on ne comprenne pas et que tout se passe mal, voilà. Maintenant, tu vois, ils n'arrivent plus à nous bullshiter. Ils ont essayé, ils essayent, mais ils y arrivent quand même de moins en moins bien. Donc, je pense que l'avenir nous appartient. Je suis assez optimiste, en fait. Ça me paraît pas mal. Et alors, ce podcast, il s'appelle Vlan. À qui ou à quoi tu voudrais claquer la porte? Là, moi, je pense qu'on peut mettre un bon vlan dans la tronche de la FNSEA et dans celle de l'industrie agroalimentaire. C'est-à-dire qu'on peut leur mettre 2 vlans. Si j'ai le droit à 2 vlans, je leur mets 2 vlans. Et en leur disant, écoutez, tu vois, Christiane Lambert, la nouvelle patronne de la FNSEA, maintenant que vous avez la moitié de vos paysans qui gagnent 350 € par mois, il faut vraiment changer de modèle, quoi. C'est pour eux. Même, tu vois, pour eux, pour les consommateurs, pour nos enfants, il faut changer de modèle. C'est important. C'est maintenant que ça se joue parce que c'est trop facile de se dire, oh là là, tout est perdu. Rien n'est perdu. Tout
tout est jouable, tout est organisable. Il faut juste se battre ensemble. Et moi, j'y crois. Cool. Merci beaucoup. Merci à vous. Top. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.